Après, c'était des remarques surtout sur l'applicabilité, en fait. Alors, il y avait deux situations. Une situation où dans un site de baignade, la baignade était interdite, mais les activités récréatives étaient autorisées. Et donc ça posait problème et conflit d'usage. Et une autre situation un petit peu... alors, attendez, je note. Déjà, il y avait cette problématique-là. Et aussi, quelque chose qui pouvait interpeller le public, c'est quand le profil de baignade indique qu'une eau excellente ou de bonne qualité, le profil de baignade qui est fait annuellement, il me semble, et que à côté de ça, on allait fermer le site ponctuellement à cause des cyanobactéries. Donc les gestionnaires indiquent que c'est pas forcément facile d'expliquer ça aux usagers et qu'ils demandaient s'il allait y avoir une évolution de réglementation ou de classification de la qualité d'eau en fonction. Oui, donc sur la classification des eaux de baignade, effectivement, donc c'est une obligation européenne donc liée à la directive de 2006. Donc c'est une classification qui est effectuée sur la base de résultats de deux paramètres microbiologiques, la microbiologie classique, Escherichia coli et entérocoques intestinaux, et qui ne prend pas en compte les proliférations éventuelles de cyanobactéries et les résultats en cyanotoxines. Au niveau européen, donc, il y a déjà eu des premiers échanges dans le cadre des travaux de révision de la directive baignade. Donc ça, c'est un point qui a été relevé également. Donc on ne sait pas encore si la directive va être révisée et quelle direction on va prendre par rapport aux cyanobactéries et cyanotoxines, mais il est probable que la question de la contamination, de la prolifération de cyanobactéries sur certains sites puisse être prise en compte d'une certaine manière dans la classification ou dans une classification alternative. Donc on aura peut-être une information dans une future directive sur les proliférations en cyanobactéries sur certains sites. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le classement qui est établi, sur la qualité globale de l'eau de baignade ne prend pas en compte ce paramètre. Donc ça, c'est lié en fait à la réglementation européenne aujourd'hui. Voilà. Après, il y avait deux questions un peu plus ouvertes, très intéressantes. C'est est-ce qu'il y a un intérêt de suivre les cyanobactéries benthiques dans les lacs qui sont soumis au planctonique? Ouais. Et deuxième question, quid de l'irrigation par les agriculteurs? Deuxième question intéressante. Effectivement, des questions très larges. Et bon, après, j'amène à plutôt s'il y en a d'autres qui ont des éléments de réponse à rajouter, mais l'idée de suivre, c'est vrai, les benthiques, même dans une situation de plan d'eau et du planctonique, le problème, c'est qu'on est ce qu'on a dit au début ou au cours de la matinée, c'est que ces choses sont assez peu documentées. Et bien, finalement, c'est tant qu'on n'aura pas ces informations certifiées, on va faire que des hypothèses où on pourrait répondre des choses un peu vagues. Et ce qui ne serait pas très scientifique de façon de procéder. Donc, c'est quand même l'idée d'avoir un peu plus d'infos avant d'aller de l'avant. Et je te laisse, si tu veux rajouter d'autres choses, on reviendra sur le côté irrigation ou impact que ça peut avoir. Oui, je trouve la question très bonne, très légitime, parce qu'il y a des biofilms qui se développent en lac, au fond. Mais même si on n'a pas les données, et peut-être parce qu'on n'est pas allé chercher l'information, parce qu'on n'a pas pensé que c'était capital, et on n'a pas identifié de risque prégnant là-dessus, je pense qu'on a des connaissances sur la phénologie du phénomène, et on sait que ces biofilms, ils vont plutôt proliférer en hiver, et se décoller au printemps, quand il va y avoir des bulles qui vont se former. Et par contre, quand il va y avoir dans la colonne d'eau des proliférations planctoniques, il va y avoir compétition, et du coup les biofilms vont moins se développer. Donc peut-être que ce serait un risque qui serait plus précoce que les baignades, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de données, mais effectivement, tu soulèves bien le fait qu'on n'ait pas fait de recherche systématique là-dessus,
Et par expérience, les biofilms, on les voit, les flocs, hein, c'est ces biofilms qui remontent naturellement parce qu'ils sont pleins de gaz en surface. Ils arrivent tôt dans la saison et peut-être avant les baignades. Ça peut être une explication du pourquoi on n'a pas de données, mais... En tout cas, c'est un aspect quand Albin, en début de matinée, a évoqué l'histoire de projet cyber, c'est effectivement quelque chose qu'on aimerait pouvoir, alors on ne sait pas encore à quel moment ce sera fait, mais c'est profiter des relevés qui sont faits dans le cadre donc, des indicateurs IBML, IBMR, et de pouvoir y ajouter des prélèvements dans les biofilms directement pour avoir effectivement la présence, quels genres sont présents, est-ce que les toxines sont présentes, et avoir un prélèvement aussi dans la colonne d'eau juste au-dessus, juste pour avoir une idée. À l'insert, ce sera à l'instant T, mais est-ce qu'on a des toxines là, juste au-dessus, pour contribuer à abonder la problématique et ce questionnement du risque? Parce que inévitablement, à un moment, on pourrait se demander, mais est-ce que le risque, dans un plan d'eau, j'ai un tapis de biofilm là, à 100 mètres de la zone de baignade, est-ce que c'est un risque? Ou est-ce que c'est juste quand on est dans la zone de baignade avec ces biofilms qu'on a un risque? Aujourd'hui, on peut supposer, avoir des éléments de réponse en disant qu'on peut présupposer que c'est ça ou que c'est ça, mais on n'a pas de données chiffrées jusqu'à preuve du contraire pour pouvoir répondre à ces questions. Thomas, si tu veux. Oui, juste pour justement rebondir sur ça, nous on travaille au niveau du Léman, et avec mes collègues de Neuchâtel et mes collègues de New Brunswick, on a observé du benthique, des cyanobenthiques microcolis au niveau des lacs, surtout au niveau des bouches, avec des streams. Et donc là, on voit qu'on a une population qui peut être un petit peu différente de ce qu'on observe en amont au niveau du stream. On va avoir des populations qui peuvent être soit complètement différentes en termes de toxicité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est observé, et autour du Léman, on en a observé plusieurs avec vraiment une diversité assez impressionnante. Je parle toujours de microcolis ou bien formidium, mais pour moi c'est microcolis. Et voilà. Donc en tout cas, aussi bien au niveau de New Brunswick au Canada, à Neuchâtel et au Léman, on observe au niveau des lacs et surtout au niveau du littoral. Donc c'est cyanobenthique, c'est mat. Et oui, on a analyse de toxines, donc présence des gènes d'anatox, et on a aussi analyse donc on a différents variants d'anatoxine. Et en fonction de la composition du mat, on va avoir différentes compositions en termes de variants anatox. Et puis oui, sur la complément de la remarque en distanciel, c'est la notion d'utilisation d'eau pour l'irrigation, je sais pas si c'est formulé comme ça. Moi je me rappelle juste, je ne sais plus si c'était l'année dernière, présentation lors du GICIANO au Maroc, c'était ça, hein, l'utilisation d'eau pour l'irrigation. Alors avant le repas, de parler de ça, c'est un peu raide, mais le fait qu'effectivement il est utilisé des eaux d'irrigation venant de plans d'eau, alors plutôt largement dominées par des cyanobactéries planctoniques, et retrouver des grandes quantités après de cyanotoxines dans les fruits et légumes qui utilisent les eaux d'irrigation. Donc, c'est pas pour vous réconforter avant d'aller manger, mais c'est aussi une vérité, quoi. C'est pas une propagation aussi dans les différentes étapes d'utilisation de l'eau, pas négligeable non plus. Donc, tout l'intérêt quelque part de suivre ça encore un peu mieux et être capable d'apporter des éléments de réponse plus complets sur tous ces aspects-là. Et en complément, dans un contexte de réchauffement climatique et parfois malheureusement diminution de la qualité de l'eau, ça pose justement cette question d'exposition via l'eau d'irrigation par le biais des fruits et légumes qui peuvent être contaminés par ces molécules. Pour compléter ça, c'est assez émergent pour nous en France parce qu'on utilisait très peu d'eau de surface jusqu'à présent pour l'irrigation. Mais dans d'autres pays, on l'a encore vu récemment dans un congrès, il y a beaucoup de données qui ne sont pas forcément publiées, mais il y a de l'accumulation de toxines dans les légumes feuilles, dans les fruits, dans les aromates, etc. Donc ça va peut-être venir en France. On n'a pas encore de données.
je n'ai pas de nouvelles questions. J'ai une dernière question en lien justement avec l'agriculture. En tant que syndicat de bassin, on fait de la restauration de milieux aquatiques. On est en contact avec les agriculteurs et les éleveurs régulièrement en bord de cours d'eau. J'en parlerai cet après-midi. On a découvert des benthiques et on se pose vraiment des vraies questions sur l'abreuvement. On ne sait pas quoi répondre. On ne sait pas si on doit alerter. Est-ce qu'il y a des notions, des conseils ou des préconisations ou des connaissances sur les risques d'abreuvement par rapport aux cyanotoxines? Est-ce que les DDPP interpellent sur ces sujets-là? Est-ce qu'on leur dit d'arrêter d'abreuver? Voilà, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Pas évident de répondre. Je suis Benjamin, je ne sais pas si tu as des éléments complémentaires, mais abreuvement, si on reste centré sur le côté benthique, moi j'ai tendance à dire que le risque il est pas aussi direct et imminent que dans le côté planctonique, dans la colonne d'eau de ce que les bovins utilisent, l'eau. Dans le cas des chiens, c'est différent parce qu'en fait, ils vont jouer, ils ont une certaine apparemment attirance, on va dire, vers ce biofilm pour le manger et pas juste boire de l'eau. Donc, ce qui entraîne des problèmes bien plus radicaux. Dans le cas des bovins, on n'a peut-être pas cette appétence particulière et donc, au moins pour le côté benthique, on a tendance à dire que le risque est un peu moindre, mais une fois de plus, on parle un peu avec au conditionnel, avec les connaissances que l'on a ou de ce qu'on comprend, de ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que je dis quand j'évoque l'idée de vouloir faire des prélèvements au-dessus des biofilms, c'est parce qu'en fait, on n'est pas certain de pouvoir retrouver effectivement les toxines à proximité. Alors évidemment, on a bien compris que ça ne va pas être toute la journée que ça va en produire, il n'y en a pas tout le temps, etc. Donc, c'est pas facile, mais dans le cas de planctonique, effectivement, par contre, le risque est peut-être quand même un peu plus sévère. Et en fait, je trouve que ce qui joue, c'est finalement les toxines dominantes. C'est-à-dire que dans le cas des anotoxines qui sont, comme ça a été expliqué, des neurotoxines, l'effet va quand même être bien plus rapide et dommageable que des microcystines qui sont plutôt sur le long terme, sur le cumul, sur le côté impact chronique. Et c'est peut-être en ce sens qu'on le note moins, ou ça pose moins de problèmes directs sur l'abreuvement. Parce que dans le planctonique, c'est majoritairement, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'anotoxines, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas toutes les toxines dans l'eau, mais majoritairement, c'est quand même plutôt la grande famille des microcystines qu'on va retrouver en plus grande quantité, et donc avec un effet plus chronique que instantané, si je puis dire, contrairement au benthique, où c'est d'abord l'anotoxine qui, puis en plus du coup en concentré dans la masse, qui a un effet relativement radical, quoi. Déjà leur préconiser une première surveillance visuelle pour Oui, je pense que la formation est inévitable. Oui. Voilà, à stocker l'eau dans des réserves individuelles. Il y a aussi des projets de micro-stockage qui sont en train de voir le jour. Donc la question de l'abreuvement, elle se pose vraiment, que ce soit pour les particuliers sur quelques ânes et quelques poules, que pour les professionnels qui vont aussi potentiellement utiliser ces stockages. Et quel est le comportement de ces toxines, donc sur le long terme, si on a prélevé de l'eau à un moment donné où il y en avait ou pas. Juste un appui par rapport à l'intervention précédente. J'ai une petite remarque ou une question par rapport au coût analytique l'ALC versus ELISA, et savoir comment c'est justifié que le coût est plus élevé ou plus bas. Parce que nous, je suis un laboratoire, donc on pratique les deux, et c'est vrai qu'à l'achat de matériel et de l'amortissement, forcément l'ALC est beaucoup plus élevé, donc consommable derrière, l'analyse est beaucoup moins chère et effectivement, je retourne un peu à la question, mais il y avait une seule ligne qui était le coût analytique, et c'est vrai que si on intègre l'investissement, évidemment,
la partie LCMS-MS est beaucoup plus chère. Par contre, en fonctionnement pour un laboratoire qui est déjà équipé, on peut arriver à des coûts paradoxalement qui peuvent être inférieurs en LCMS-MS, ne serait-ce que parce que les consommables finalement coûtent moins cher qu'en ELISA. Donc il n'y a pas de vérité, il y a des typologies de laboratoires très différentes, mais voilà, ce qui était présenté là, c'était vraiment un coût global qui intégrait l'investissement. Effectivement, on est sur des coûts plus importants liés à ça, quoi. Ouais. Merci, j'en profite pour rebondir un petit peu sur la même question. C'est le chiffre de 50% des biofilms, c'est ça, si j'ai bien compris, les biofilms qui étaient testés pour les cyanotoxines qui étaient positifs. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Qui me fait poser la question, on sait qu'il y a une hétérogénéité spatiale sur un site, qu'il faut échantillonner 5-6 biofilms pour avoir une bonne couverture, une bonne idée, sachant qu'il y en a un sur deux qui est positif. Est-ce que ça vaut le coup de mesurer vraiment ? Est-ce que juste voir qu'il y a des cyanobactéries, on a une chance sur deux qu'ils soient positifs à la natoxine et qu'on déclenche la sonnette d'alarme, c'est positif, on arrête tout, ou en tout cas on déclasse la baignade, vous voyez ce que je veux dire ? Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a nécessité dans ce cas-là, parce que le coût, il n'est pas négligeable. Là, on est dans le directement les toxines, oui, mais combien le problème, c'est quand on fait que les toxines, pour être sûr, il faut échantillonner beaucoup, il faut un protocole qui est plus lourd. À mon avis, je pense que la problématique elle est là. Si on va aller sur le risque vraiment chimique et être vraiment sur la chimie, on a besoin d'avoir beaucoup d'échantillons parce qu'on n'a pas l'expertise visuelle qui nous permet de dire j'ai une couverture, c'est quelqu'un qui va aller sur le terrain et avoir une expertise assez simple et pas très coûteuse. Peut-être que la problématique elle est... Mais effectivement, c'est assez étonnant d'avoir plus de 50% des échantillons positifs en biofilm, mais on est dans un schéma où on a déjà fait un pré-screening, effectivement, et où en échantillonnant, et où dans la mesure où on est sur du qualitatif, et ben oui, c'est effectivement, je ne dis pas qu'à tous les coups on gagne, mais effectivement, on est sur des cas de figure à forte probabilité de résultats positifs, quoi. Et après, le maillon manquant aujourd'hui sur lequel on doit travailler, c'est un peu l'harmonisation des protocoles, parce que du qualitatif, ça nécessite quand même d'avoir des protocoles plutôt harmonisés. Encore un peu de travail à faire dans ce domaine-là, quoi. Ouais. Ma question est tout à fait générale. Je comprends que des élus émaillent à partir avec des estivants qui ont accepté de payer une location pour la baignade de leurs enfants, de leur famille, etc. Vous a-t-on posé la question, ne peut-on pas nettoyer le plan d'eau ? C'est-à-dire éliminer ces facteurs de toxicité que sont les cyanobactéries. Mais est-ce que la question a pu être posée par des estivants catégoriques ? Pas à ma connaissance, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé à poser une telle question. Ça, je suis sûr que l'idée de vouloir avoir une piscine, c'est possible, oui. Joël ? Oui, moi je trouve ce matin, on a eu des petites distorsions entre le niveau de connaissance qu'on peut avoir et puis l'opérationnalité sur le terrain. Il y en a plusieurs points. On a parlé de est-ce qu'il faut analyser les tox ou pas dans certains contextes, sachant qu'on voit les cyanos, enfin en tout cas on voit les biofilms. Il y a une autre chose qui m'est revenue ce matin sur la responsabilité juridique. Alors quand on a un prêt, personne responsable de l'eau de baignade, c'est bien, mais toute la baignade sauvage de toutes les rivières de France, avec des syndicats de rivières derrière, des maires, c'est bien sympa de leur mettre la responsabilité par rapport à la protection des populations, mais la réalité, c'est qu'ils sont totalement démunis pour assurer cette protection. Et puis, une dernière que j'ai ressentie aussi aujourd'hui, c'est la stratégie d'échantillonnage. Déjà de trouver une zone à risque cyano dans une rivière, c'est un challenge. Après, de vouloir trouver la station sur laquelle on va prélever, c'est un autre challenge. De pouvoir éventuellement échantillonner le risque cyano, il n'y a qu'un truc qu'on peut voir, c'est qu'on peut peut-être reconnaître visuellement des biofilms à cyano.
de là à faire l'analyse, voilà. Mais en gros, on parle de 3 biofilms cumulés, lesquels, sur des risques cyano, on prend des négatifs. Enfin, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles, juste la stratégie d'échantillonnage, c'est extrêmement compliqué. C'est souvent à l'échelle du galet, donc du sous-micro-habitat, j'allais dire. Et c'est excessivement complexe quand on a les pieds dans l'eau à 50 cm. Et donc cette distorsion-là, c'est comment on évalue ce risque par rapport à toute cette variabilité spatiale. Enfin, moi, c'est un point saillant, je trouve. C'est la vraie problématique, je trouve, pour le Bentic. Oui, ça c'est très très clair. C'est tellement hétérogène, mais on en vient finalement à ce qu'a dit Benjamin. Si c'est finalement très souvent positif, est-ce que c'est pas juste le fait que ce soit présent qui pourrait presque être suffisant? Mais alors là, je pense que certains gestionnaires vont trouver ça encore plus sévère dans la façon de gérer le problème, de considérer que dès qu'il y a présence de cyanobactéries, alors il faudrait fermer ou arrêter. Ça risque d'être un petit peu compliqué aussi, difficilement entendable aussi, une fois de plus, quoi. Tu veux peut-être une dernière question, puisqu'après, il sera temps. Je voudrais juste, à titre d'exemple, dire que ce que vient d'évoquer Joël, et ce dont vraiment on est en train de parler, nous, on l'a mis en place pour 2 cas qui, ma foi, et peut-être pas parfaitement dans l'agrémentation et la certification. On suit des rivières sur vraiment tout un transect amont-aval, donc le Lez à Montpellier, un autre fleuve côtier méditerranéen dans les PO. On a développé au fil des ans, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, une approche, mais vraiment basée sur cette historique de façon de faire. On a mesuré des toxines dans l'eau, dans les flocs, dans les biofilms, à notre façon, à tâtons. Au début, on est parti d'une méthode, congeler, décongeler, etc. On a adapté les méthodes au fur et à mesure, comparé avec les densités cellulaires qu'on observait. Petit à petit, à tâtons, on arrive à quelque chose qui vaut ce que ça vaut. C'est peut-être pas parfait, et quand vous parlez, vous êtes friand d'avoir des données peut-être qualitatives. Moi, je serais très honoré que vous preniez les nôtres, parce que c'est des historiques vraiment sur plusieurs années. Là aussi, on a fait un gros travail avec les ARS et les collectivités, la métropole de Montpellier en particulier, qui regroupe plusieurs communes, s'est vraiment engagée pour intégrer notre expertise avec d'autres mesures plus ou moins réglementaires, l'ARS, les collectivités, et se déclenchent chaque année des arrêtés municipaux en fonction de nos analyses. Mais c'est vraiment de l'autocontrôle pur, hein. C'est eux-mêmes qui l'ont mis en place. Et justement, au début, ils avaient une tendance à bloquer toute la rivière pendant l'été, pendant les périodes de crise. Et petit à petit, on est arrivé à des états où on arrive à bloquer certains sites. Enfin, on bloque certains sites, mais pas tout le temps. On est passé de vraiment interdiction totale d'approche de la rivière pendant quasiment tout l'été à des choses beaucoup plus spécifiques par site, selon les conditions de débit, de précipitation, etc. Mais c'est un gros travail, c'est vraiment un gros travail. Mais c'est possible, même si on a une petite structure comme Microbien Environnement. Voilà, merci. Oui, comme quoi la connaissance d'un site peut aussi aider à grandement améliorer la surveillance de ces sites-là. On va donc s'arrêter là pour cette matinée. Merci à tous déjà pour les participations. Merci aux orateurs de la matinée. Pour ceux... Oui, vous pouvez, oui. Donc nous, on va aller effectivement manger dans le buffet qui se trouve dans le hall, et puis on reprend à 2h, donc valable aussi pour tous ceux qui sont en distanciel. On se retrouve donc à 14h pour la suite des présentations. Donc bon appétit à tous, du coup.